Bonjour et bienvenue à cet avant-dernier épisode du Devoir des Anneaux, l'interprétation olympique du devoir dans vos oreilles chaque midi. Ici Valérie Duhem avec Carl Rétino-Parazelli. Salut Carl. Allô Valérie. Au menu aujourd'hui, Kim Boutin mènera les Canadiens à la cérémonie de clôture. On est en sécurité aux Olympiques avec Stéphane Baillargeon et le Grec le plus omniprésent des Jeux. D'abord, le Canada a eu sa médaille de bronze en hockey masculin. Les Canadiens ont battu les Tchèques 6-4. Il s'est compté 5 buts en troisième période. C'était ce qu'on appelle un festival offensif. Oui, toute une fin de match. Toute une fin de match. Le comité olympique canadien a choisi la patineuse courte-piste Kim Boutin pour porter le drapeau de la délégation lors de la cérémonie de clôture demain. Elle a remporté 3 médailles, toutes individuelles, ce qui fait d'elle l'athlète canadienne la plus médaillée des Jeux. C'était sa première expérience olympique. Elle aurait vécu le meilleur comme le pire, la joie des podiums à 3 reprises, mais aussi, on le rappelle, le harcèlement des partisans sud-coréens, fâchés de sa 3e place aux dépens de la disqualification de l'une des leurs. Elle a elle-même aussi, lors du relais avec ses coéquipières, vécu une disqualification crève-cœur. Donc, des Olympiques vraiment très émotifs pour Kim Boutin. Le ski d'Alex Harvey, ou peut-être sa jambe, a été assez long pour remporter la 4e place aux 50 km, mais pas pour décrocher la médaille qu'il voulait tant. Les derniers mètres ont été chaudement disputés, mais le Finlandais Iivo Niskanen s'est détaché pour gagner l'épreuve. 2 athlètes olympiques de Russie complètent le podium. Selon moi, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil à la fin de la course. Juste quelques minutes, vous aurez mal aux jambes. Ça sera votre exercice du samedi. Et ayez en tête que ces gars-là, à la toute fin, quand ils donnent tout ce qu'ils ont, ben, ils ont 50 km de ski de fond dans le corps. Là. Ça fait déjà 2 heures qu'ils sont au top de leur capacité. En entrevue après la course, Alex s'est dit bien sûr déçu du résultat, mais fier de sa course. C'était sa dernière chance olympique, en tout cas c'est ce qu'il dit maintenant. Il a annoncé déjà qu'il prendrait sa retraite après la finale de la Coupe du monde disputée à Québec en 2019. Et bien sûr, ça vaut la peine d'aller revoir la victoire du Québécois Sébastien Toutant à l'épreuve du Grand Saut, une épreuve de snowboard spectaculaire, des athlètes super démonstratifs. Un beau sport, en fait, on a eu pas mal de plaisir pendant tous les Jeux à cause du snowboard et du ski acrobatique. Hein. Ouais, et ce qui est bien avec le bégay, on l'a remarqué dans les Jeux, c'est que ceux qui sont qualifiés, en fait, on recommence. Là, quand vient le temps de la finale, on recommence à 0, et celui ou celle qui est première, ben, doit démontrer qu'il est encore première pour l'emporter. Et ça donne lieu à un spectacle assez intéressant. Mais oui, ça fait que chaque étape est aussi intéressante que la précédente. Exact, en fait. Ouais. S'il y a un endroit en ce moment où on est en sécurité sur la planète, c'est bien à Pyeongchang. Stéphane Baillargeon, la sécurité, c'est assez impressionnant. C'est même très intéressant de constater qu'encore une fois, on a transformé une ville en caserne pour tenir des jeux de la paix, de l'amour et de l'entraide. La fraternité. Oui, c'est ça. Donc, Pyeongchang, effectivement, est transformé en ville ultra sécuritaire par la présence de dizaines de milliers de représentants des forces de l'ordre de toutes sortes. Alors, il y a des agents de sécurité, des policiers, des soldats, des membres des forces spéciales. On a avoué en Corée du Sud avoir déployé au moins 60 000 membres des forces de l'ordre, comme 60 000. Au moins 60 000, avec en plus quelques dizaines de milliers d'autres représentants en réserve dans la province, là, où se tiennent les Jeux, au cas où, prêts à intervenir si jamais il y a une catastrophe. Là, et il y a un peu moins de 3 000 athlètes. Hein? Et c'est ça, donc il y a 3 000. Donc le rapport est impressionnant. Ça veut dire à peu près 30 soldats par athlète, ou on peut aussi penser, de dire autrement, c'est à peu près 1 soldat par 8 ou 10 touristes qui se pointent là. Donc les gens sont vraiment en sécurité. Et ça, c'est que le personnel. Alors après ça, évidemment, il y a des systèmes qui sont mis en place aussi pour accentuer la sécurité. Toutes sortes de systèmes de gadgets plus de pointe les uns que les autres. C'est quand même la Corée du Sud. Hein? C'est la Corée du Sud. Alors, ils sont très, très gadgets, très techniques. Mais en fait, toutes les armées maintenant du monde le sont aussi. Alors, celles qui acceptent de sécuriser ce genre de site. Alors, on a le droit, par exemple, à des drones anti-drones qui peuvent lancer des filets sur les objets volants mal intentionnés et bien identifiés. On a le droit, évidemment, à des radars spéciaux qui peuvent même contrôler les déplacements de certains objets à très faible hauteur, ce qui est compliqué quand même pour les identifications par radar.
Et puis, bon, ben, sûrement plein d'autres systèmes là, qu'on ne nous a pas dévoilés parce que ça reste secret. C'est souvent des secrets militaires qui sont bien conservés, mais qui sont déployés quand même. On avait appris, par exemple, à Sochi, que les Russes avaient déployé un système particulier pour pouvoir espionner toutes les conversations par cellulaire. Ça a été su par la suite. Là. Donc, ils en avaient profité aussi pour tester leur système d'espionnage et peut-être même pour écouter quelques conversations. C'est un banc d'essais d'espionnage, là, finalement. Ouais. Mais penses-tu qu'on a agi de la sorte à cause de la menace nord-coréenne? Est-ce qu'on a accentué les mesures de sécurité à cause de ça? C'est une des hypothèses géopolitiques. Les tensions étaient fortes avant les Jeux, pendant les mois et même les années avant les Jeux, à cause de ce qui se passe en Corée du Nord, évidemment. C'est un point chaud de la planète. C'est l'endroit au monde presque où se poursuit la guerre froide ouvertement. Et puis, il y a aussi que les Jeux olympiques ont déjà fait l'objet d'attaques terroristes à Munich en 72. Et depuis ce temps-là, tout le monde blinde les circuits pour pas que ça, les sites pour pas que ça se reproduise. Alors, d'un côté, on peut se dire, c'est fou de déployer autant de forces, puis de consacrer autant de ressources pour des jeux de la paix et des activités sportives. Mais de l'autre côté, il se passe, depuis 40 ou 50 ans, il y a 40 ans et plus, il n'y a pas eu d'événements tragiques lors des Olympiques et c'est peut-être à cause de cette raison aussi. Donc, oui, effectivement, ce genre de grand rassemblement pose des problèmes aux forces de sécurité. Et c'est la même chose pour les festivals à Montréal et Québec. Sont de grandes villes de festivals. Récemment, la police de Montréal a émis un rapport pour tenter de sensibiliser davantage les organisateurs de grands événements aux problèmes de sécurité. Et c'est vrai qu'il va falloir y arriver, mais on l'a vu apparaître récemment dans les villes canadiennes des barrières de béton pour empêcher les camions, les voitures béliers de foncer dans les foules. Il y a sûrement d'autres protections comme ça qui vont être mises en place. Donc, chaque grand rassemblement pose d'énormes problèmes maintenant. Et merci beaucoup, Stéphane. Merci. Vous avez entendu le travail de la personnalité du jour à 2 reprises, une fois lors de la cérémonie d'ouverture et une deuxième fois lorsque la patineuse artistique Alina Zagitova a remporté la médaille d'or. Je parle bien sûr, comme vous le savez tous, de Spyros Samaras, le compositeur à l'origine de l'hymne officiel olympique, que tu connais bien, je pense. Ben oui, tout à fait. Bien sûr. Pendant les JO, on vous le rappelle, quand les Russes, nommés pour l'occasion athlètes olympiques de Russie, je vous le rappelle, gagnent l'or, c'est l'hymne olympique qu'on entend, plutôt que l'hymne national russe, une des conditions qui a été imposée aux athlètes qui ont quand même participé aux épreuves malgré les scandales de dopage. On entendra bien sûr l'hymne demain lors de la cérémonie de clôture, mais d'où vient-il? Le New York Times consacre un article à l'histoire de la pièce ainsi qu'à ses qualités musicales relatives, pas trop aptes à tirer des larmes à la foule. L'hymne a été composé par Samaras dans le cadre des tout premiers Jeux de l'ère moderne, ressuscité par Pierre de Coubertin à Athènes en 1896. L'hymne a une histoire torturée. Pendant des années, chaque ville hôte établissait un hymne différent. Puis en 1936, pour les Jeux de Berlin, Richard Strauss en a écrit un qui devait devenir l'hymne officiel qui a été très apprécié. Mais bien sûr que les Britanniques n'allaient pas laisser faire ça lorsque les Jeux ont repris après la Deuxième Guerre mondiale, en plein Londres, en plus que l'Allemagne n'avait même pas été invitée aux Jeux. Ouais, on voulait faire table rase, là. On voulait reprendre à neuf. Exactement. Le comité olympique a ensuite organisé un concours pour en établir un autre, et finalement, c'est l'original, celui de Samaras, qui a été choisi en 1956. Si l'hymne olympique ne fait pas rêver, sachez qu'ils n'ont donc jamais vraiment fait rêver le comité olympique non plus. Samaras ne sait pas que son œuvre persiste, il est mort en 1917, mais à son époque, sachez que c'est un compositeur d'opéra assez apprécié, assez reconnu. Le comité a recours à cet hymne neutre à d'autres reprises que pour punir ces pauvres Russes. Les pays qui n'ont pas encore de comité olympique, par exemple, mais qui envoient des délégations, par exemple quand il s'agit d'un pays récemment souverain, comme la Macédoine en 92 ou le Soudan du Sud en 2012. À Rio en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une équipe de réfugiés qui a défilé encore une fois sous bannière olympique, ils étaient une dizaine, tout comme l'équipe unifiée d'anciens pays de l'URSS qui était présente en 1992, et tout ça sous la douce musique de Spyros Samaras. Karl, c'est les dernières épreuves qui se concluent cette nuit. Qu'est-ce qu'on surveille? Et oui, donc c'est la toute dernière soirée d'épreuves olympiques. On surveille d'abord du bobsleigh, parce qu'on aura droit aux 3e et 4e descentes en bob à 4, qui en passant n'est ni féminin ni masculin. C'est juste que c'est toujours masculin de tradition, parce que, bon,
On devine que les hommes sont plus lourds, plus forts, et ça s'est toujours imposé comme ça. Mais c'est pas spécifié nulle part dans les règlements. Exactement. Donc là, pour en revenir à l'épreuve, le Canadien Justin Cripps pourrait ajouter une médaille à son palmarès à Pyeongchang. Il a gagné l'or déjà au bob à 2 avec son coéquipier Alexander Kopacz, en parfaite égalité, je le rappelle, avec une équipe allemande. Et là, en bob à 4, les deux mêmes gars font équipe avec Jesse Lundesman, qui est un ancien joueur de football, à la fois des Tiger Cats d'Hamilton, des Eskimos d'Edmonton et des Stampeders de Calgary dans la Ligue canadienne de football. Et aussi un gars du nom de Oluseyi Smith, qui lui est un ancien sprinter qui a participé au relais 4 fois 100 mètres aux Jeux de Londres en 2012. Et il faisait partie, vous vous souvenez peut-être, de cette équipe canadienne qui avait terminé 3e avant d'être disqualifié parce qu'un des coureurs avait mis le pied sur la ligne d'un couloir. Oui, la disqualification a été annoncée. Ils étaient déjà en train de célébrer. Oui, ils avaient le drapeau autour du cou et ils ont dû le mettre de côté. Donc bref, retour au bobsleigh, c'est ce soir descente 3 et 4 à partir de 19h30. L'équipage de Justin Cripps est en 4e position actuellement, à 58 centièmes de la tête. Et devant eux, il y a 2 équipes allemandes, ça c'est pas une surprise, mais une équipe coréenne également. Wow! Et je regardais leur palmarès international, il n'y a pas de podium là. C'est mince. Donc ça doit être une performance assez exceptionnelle pour eux. Il y a également du hockey masculin à surveiller ce soir. Évidemment, le Canada, c'est fini, on n'y est pas en finale, mais ça pourrait quand même être intéressant à surveiller. Ce sera l'Allemagne qui affrontera les athlètes olympiques de Russie. On sait que les Allemands ont connu un tournoi, disons, surprenant. Bien sûr, c'est eux qui ont battu le Canada en demi-finale. C'est ça, donc victoire contre le Canada en demi-finale. Avant ça, victoire contre la Suède, aussi une autre grande puissance en quart de finale. Du côté de la Russie, on peut dire qu'ils sont favoris pour l'emporter selon la plupart des experts. Donc en principe, on peut s'attendre à une victoire facile. Pourquoi? Parce que la Russie a une ligue sans doute la 2e meilleure au monde, la KHL en Russie, et peut donc compter sur un bassin de joueurs assez intéressant malgré l'absence des joueurs de la Ligue nationale. Et il faut dire aussi que l'affrontement donc Allemagne-Russie, ça rappelle, comme le disaient 2 collègues hier, fins connaisseurs de la Deuxième Guerre mondiale, une certaine bataille de Stalingrad. Donc, je vous rappelle que le 2 février 1943, il y a eu une défaite des Allemands à Stalingrad et ça a marqué un peu le début de la fin pour les Allemands, les nazis à l'époque. On trouve toujours des références politiques dans le sport. Je trouvais que le clin d'œil est intéressant. Oui. Donc, est-ce que les Allemands parviendront à réécrire l'histoire en 2018 et à l'emporter face aux Russes? C'est à surveiller ce soir à partir de 23h10. Pour ceux qui s'intéressent, après donc, le bobsleigh, il n'y aura plus de Canadiens en lice, mais on peut surveiller aussi un peu plus tôt en soirée la finale de curling féminin entre la Suède et l'équipe dont tu nous parlais hier, les Coréennes. Donc les Kim ou les Garlic Girls, comme certains les appellent. Une équipe coup de cœur oui, pour la foule locale. Exactement. En passant, j'ai regardé la formation. Il y a toutes les joueuses qui s'appellent Kim, mais l'entraîneur aussi s'appelle Kim. Donc, est-ce que le conte de fées coréen va se terminer en beauté? Surveillez ça ce soir à 19h. Et en terminant, demain, c'est bel et bien la fin avec la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Pyeongchang, diffusée à 5h30 en direct à notre heure ou en soirée en rediffusion à Radio-Canada. On sait donc que Kim Boutin sera notre porte-drapeau. Et en passant, la vasque du stade olympique sera allumée. En fait, elle l'est depuis vendredi et le sera jusqu'à lundi. C'est une tradition depuis les Jeux olympiques de Montréal. On le fait à chaque jeu d'été et aussi de temps en temps lorsqu'il y a des performances qui en valent la peine, des performances olympiques. Donc cette fois-ci, c'est encore une fois pour rendre hommage aux athlètes canadiens et surtout québécois qui ont bien fait à Pyeongchang. Et plusieurs ont remporté des médailles. Ouais. Merci, Carl. Merci. Comme d'habitude, la Norvège devrait finir tout en haut du tableau des médailles. Là. Virtuellement, c'est déjà fait. On a parlé déjà ici des succès historiques de la Norvège aux Jeux d'hiver, mais pour bien comprendre la philosophie derrière les méthodes d'entraînement, The Guardian a publié un article super intéressant sur la question, je vous le propose. On y apprend notamment que la Norvège ne subventionne pas de sport pour lequel il n'y a pas d'intérêt ou qui coûte cher, comme le bobsleigh ou le skeleton, par exemple. Ils vont juste pas se lancer là-dedans. En vérité, les athlètes sont pas mal pauvres. La majorité ont un emploi pour subvenir à leurs besoins. Et il arrive que les athlètes plus riches, par exemple les fondeurs qui ont accès à des commanditaires, ce soit eux qui paient pour les frais d'entraînement de leurs coéquipiers plus jeunes ou plus pauvres. Une péréquation olympique, là. Exactement. La Norvège ne va pas non plus à la recherche de tout jeunes talents pour les soutenir particulièrement, comme plusieurs autres pays font. La compétition et la recherche de performance, c'est mal vu avant l'adolescence, puisque l'objectif est d'abord d'avoir du fun. D'ailleurs, ça fonctionne. Hein? Les clubs sportifs locaux
sont hyper populaires. 93% des jeunes de moins de 18 ans sont abonnés à l'un ou l'autre, selon des statistiques. Est-ce que c'est un pays qui met les ressources en sport aux bonnes places plutôt qu'à la chasse aux médailles, qui récolte tout simplement le fruit d'un pays qui aime bouger? On a des pistes de solutions dans cet article-là, c'est très intéressant. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Devoir des Anneaux. Merci Carl, merci à Stéphane Baillargeon, merci Guillaume Levasseur au son. On se retrouve demain pour une dernière fois.